Bonjour à vous, bienvenue à la deuxième édition de Flash Culture qui se tient toujours à la Haute Galerie, à la rue Haute. Et c'est toujours un plaisir d'avoir à mes côtés Corinne. Bonjour Corinne. Bonjour Sam. Et nous avons l'honneur d'avoir deux invités aujourd'hui qui ont accepté d'être là au cours de cette émission. Et on va déjà dire bonjour à Noir qui est auteur, compositeur et chanteur. Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être là. Avec plaisir. Et également une actrice, comédienne et scénariste à 16h, Babetida. Bonjour. Bonjour. Voilà, on va commencer cette émission directement par un reportage qui est également l'actualité du moment. Tout le monde connaît sûrement Lumumba, qui est une icône politique congolaise, qui a été assassiné le 17 janvier 1961. Et un square a été inauguré à Bruxelles en son honneur par le bourgmestre Philippe Claus. Le reportage tout de suite. À vous toutes et à vous qui avez lutté sans relâche pour la mémoire de cet illustre Congolais, cet illustre Africain et homme d'État, Patrice Emery Lumumba. Nous demandons de faire de ce 30 juin 2018 une date tout aussi illustre que le 30 juin 1960. Bruxelles a fait de la diversité un aspect essentiel de son identité. Rassembler les différences, c'est aussi ce qui apporte à notre ville son énergie et à notre jeunesse son enthousiasme à y vivre. La mémoire n'est donc pas le contraire de l'oubli. C'est simplement donner à chacun la possibilité d'inscrire son histoire personnelle dans le grand roman de Bruxelles. Aujourd'hui, en inaugurant ce square, nous ne réparons pas le passé. Nous ne clôturons pas l'histoire. Aujourd'hui, en inaugurant ce square, nous n'oublions rien. Nous n'effaçons rien. Aujourd'hui, au cœur de la capitale de la Belgique, capitale de 500 millions d'Européens, en inaugurant ce square Patrice Emery Lumumba, nous commençons à écrire notre histoire. Monsieur, j'étais né, votre colère est venue. Donc je suis très fière aujourd'hui que Lumumba il a sa place ici à Bruxelles, qu'on reconnaisse cette partie de l'histoire, qu'on reconnaisse son importance dans l'histoire de la colonisation belge et dans l'histoire de l'indépendance du peuple congolais. Mais ce qui est important de reconnaître, c'est que la colonisation était mauvaise pour le peuple congolais, pour l'émancipation du peuple congolais. Que la colonisation était un système raciste. Et ça, il faut encore que la Belgique puisse le reconnaître et les autorités belges puissent le reconnaître. Moi, en tant que politique belge, en tant que membre aussi d'un parti de CDNP, je vais aussi continuer à lutter pour cela. Pour moi, la suite, c'est une reconnaissance de l'histoire et de la mémoire coloniale. Ça doit continuer. L'enseignement de l'histoire coloniale avec la perspective africaine et congolaise doit être appliqué dans toutes les institutions, toutes les écoles belges. Lumumba est mon modèle politique, pas parce que je n'aime pas Sankara, pas parce que je n'aime pas Nkrumah, pas parce que je n'aime pas Paul Hotelet, pas parce que je n'aime pas Jean Van Liert, qui sont belges. Lumumba est pour moi un modèle politique parce qu'il s'est fait tout seul. C'est le seul qui a compris que sans le Congo, l'Afrique ne pourra jamais s'en sortir. C'est le seul aussi qui a compris que sans les Africains, les Congolais ne s'en sortiront pas. Je crois que c'est un geste symbolique à une date symbolique. Et je crois que les symboles ont toute leur importance. Et donc il est nécessaire aussi de rétablir les vérités historiques quelque part. On n'a pas toujours enseigné l'histoire du Congo comme il aurait fallu l'enseigner, comme on n'a pas enseigné l'histoire de nos relations avec les peuples du nord d'Afrique qui sont venus combattre ici en Belgique en 1940. Et je crois que ça fait preuve d'une souveraineté, plutôt d'une citoyenneté active, que d'avoir une connaissance approfondie de la mémoire, parce que ça permet de mieux construire l'avenir. Lorsqu'on est en face de personnes comme le Conseil communal de 1000 Bruxelles, où il y a des ouvertures, où il y a justement un début de changement, on n'a pas besoin de combattre avec la même violence que lorsque nous sommes devant des forces rétrogrades. Et donc, c'est la force qui s'oppose à nous qui génère notre réaction.
Et nous sommes radicaux face à ceux qui sont radicalement colonialistes, qui sont radicalement dictatoriaux, qui sont radicalement impérialistes. Nous sommes radicalement anti-impérialistes. Face à ceux qui sont en capacité de discuter, où on peut s'entendre, nous n'avons pas besoin de la force. Je vous remercie d'avoir honoré quelqu'un dans son pays, qui a été proclamé héros national à 3 reprises. En 1966, par celui-même qui l'avait trahi, Joseph Désiré Mobutu. En 1992, à la conférence nationale souveraine, on l'a proclamé une 2e fois héros national. Et en 2001, l'Assemblée constituante législative l'a proclamé une 3e fois héros national. Je peux dire parmi les rares choses que les Congolais sont d'accord, c'est la place de Lumumba dans leur cœur. Et au nom de ça, je vous remercie tous. Comme vous dites, nous voulons que ça soit une nouvelle page. Ce que Lumumba a demandé, il n'était pas anti-belge comme ceux qui l'ont dit, mais il aimait plus le Congo et les Congolais. Il a fait ce que la Belgique a fait quand elle était occupée. Il a essayé de se libérer. C'est ce qu'a fait Lumumba. Et vous corrigez avec cet acte. Et comme vous le dites, nous espérons que ce soit un début de relations futures. Nos 2 pays se connaissent presque un siècle maintenant. C'est une nouvelle amitié qui se crée. Ce n'est pas une finalité sur place, mais nous souhaitons que désormais, qu'il y ait plus de relations entre le peuple congolais et le peuple belge. Ce n'est pas uniquement entre le gouvernement congolais et le gouvernement belge, non. Nous cherchons l'amitié entre nos 2 peuples et au nom de ça, je vous remercie. Donc c'est une grande victoire, il ne faut pas lésiner. C'est une victoire d'avoir une place Lumumba dans un pays, dans la ville, Bruxelles, capitale de l'Europe, capitale de la Belgique, qui a contribué à faire assassiner Lumumba. Et donc c'est une victoire que l'assassin d'hier reconnaisse non seulement son crime, mais qu'il reconnaisse que celui qui l'a tué avait raison de mener le combat qu'il a mené. C'est une victoire. M. Lumumba était quand même le premier ministre de la République démocratique du Congo, a été tué pour ses convictions. Je pense que pendant trop longtemps, la Belgique a négligé sa mémoire. Maintenant, dans notre musée, dans le musée rénové, on va donner beaucoup d'attention à ce monsieur Lumumba qui est quand même une figure icône, qui est quand même exceptionnelle dans le monde pour la lutte pour l'indépendance des pays africains. Cette lutte pour l'obtention de ce square Lumumba est pour nous une lutte noble et juste. Et sur le plan international, nous connaissons avec quelle manière subtile mais économiquement très agressive les richesses du Congo et plus largement de l'Afrique sont aujourd'hui exploitées à coup de complicité ou de chantage politique. Patrice Lumumba a été assassiné, nous le savons, le 17 janvier 1961. Moins de 10 mois plus tard, Louis Rwagasore, le Lumumba du Burundi, est à son tour assassiné à peu près dans les mêmes conditions que Patrice Lumumba. Et puis je pense que le tribalisme qu'il y a chez nous au Congo, le racisme qui a produit le génocide au Rwanda, la xénophobie qu'il y a chez nous au Congo par rapport à nos frères
du Burundi et du Rwanda, tout cela n'est pas sans lien avec la manière dont la colonisation belge au Congo, dans ses aspects économiques, dans ses aspects démographiques, les mouvements de population de travailleurs, mais aussi dans la hiérarchie qu'elle a établie entre ces trois pays de l'Afrique centrale, cette colonisation a certainement quelque chose à voir. Donc l'histoire qui est évoquée en ce lieu, cette histoire-là n'est pas une histoire finie. Une réconciliation entre les communautés, et aujourd'hui il y avait des personnes de tous bords, de toutes les couleurs politiques, de toutes les races. C'était Bruxelles en fait, Bruxelles, riche de ses 184 nationalités, et c'était la reconnaissance d'un homme important, Lumumba, qui est mort aux côtés de Okito et aux côtés de M. Mpolo, et je crois que toutes les familles de ces victimes sont heureuses parce que enfin il y a une reconnaissance en fait du statut de victime de leur papa. Qu'est-ce qui a bloqué à Ixelles? Moi je pense qu'il y avait un esprit néocolonialiste, mais comme je ne suis pas à Ixelles, je ne peux pas donner avec précision, mais je pense que c'était juste un choc de mentalité. Et à Bruxelles, on a été au-delà de tout ça. Nous devons devenir nous-mêmes les acteurs du changement qu'on veut construire. Rien ne va changer si nous-mêmes on ne change pas. Donc je demande à tout le monde de prendre conscience que les choses changent seulement si nous-mêmes on prend conscience qu'on doit les changer. C'est à nous de construire notre avenir. Merci. Mes amis, soyons contents, soyons heureux, ce n'est qu'un début. Ce n'est qu'un début de notre reconnaissance. Alors je vous demande d'apprécier et d'applaudir cette journée et de faire en sorte que nous n'oublions pas. Vive le Lumumba, vive l'empowerment de Okito, et qu'on n'oublie pas, l'histoire ne fait que commencer. On est dans un projet, ou plutôt, parce que ce n'est pas finalement un projet, on est dans une opération, je dirais, d'opportunisme électoral qui ne peut pas tromper un esprit sérieux. Je pense que les responsabilités sont partagées. La principale responsabilité, à mon humble avis, est celle des responsables politiques belges qui, pour la plupart, ont toujours instrumentalisé la communauté africaine à des fins purement électoralistes. Et je veux vous dire ce qui va se passer. Une fois que ces différentes cérémonies de type folklorique ont eu lieu, quelques jours après, on ne va plus en parler. Au sommaire, aujourd'hui, nous irons à la rencontre en première partie d'émission de Calvin Suérez du collectif Mémoire coloniale et de Mireille Tchossi-Robert de l'association BAMCO qui viendront nous parler de cette fameuse place Lumumba. En troisième partie d'émission, on aura la chance d'interviewer en face à face la militante et écrivaine Natou Pedrosa Kombi qui viendra nous parler de son dernier livre. Babetida, vous qui êtes une personnalité culturelle d'origine africaine, est-ce que ça a un sens pour vous d'honorer Lumumba 57 ans après, au cœur de Bruxelles? Est-ce que ça a un sens? Oui, bien sûr. Mais si tard, c'est... je ne vais pas dire le mot. Mais ça a un sens parce qu'il y a eu des associations, comme vous le disiez, qui se sont battues pour que la Belgique reconnaisse ce qui a eu lieu. Quelque part, c'est avoir cette place, c'est permettre à la population belge ou étrangère, quand il passe, voir ce nom qui n'est quand même pas anodin, le voir et se questionner, je pense. Et donc ça a un sens, en cela ça a un sens. Nous avons justement rencontré Calvin Suérez du collectif Mémoire coloniale et Mireille Tchossi-Robert pour approfondir cette question. Calvin Suérez, bonsoir. Bonsoir. Alors, tu es l'ancien coordinateur du collectif Mémoire coloniale, mais tu restes actif au sein de cette association qui est à l'origine, entre autres, de la reconnaissance d'une place, le Lumumba, à Bruxelles. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce projet? Alors, on va dire que ce projet, aujourd'hui, on voit ceux qui ont achevé l'œuvre, en fait. Parce qu'avant, il y avait des aînés, je ne peux pas tous les citer, mais il y avait des gens comme Antoine Kitungu,
qui est professeur à l'université de Lubumbashi, qui a longtemps milité ici, Ken Ndiaye, très connu sur la place bruxelloise, propriétaire de l'Horloge du Sud, le fameux restaurant, Lucas Catherine et plein d'autres, parce qu'il y a eu des initiatives informelles qui ne sont pas allées jusqu'au bout, Ascarbé, Camille, Bruxelles, et celle qui a été, celle que nous avons relancée, parce que ces anciens, qui sont des intellectuels dont je viens de parler, avaient créé le premier collectif Mémoire coloniale, à l'initiative du comité de l'annulation de la dette du tiers-monde, le CADTM, qui travaille sur la dette coloniale, et avec Isabelle Minon, qui était présidente d'Intal Congo. Et lorsque nous avons rejoint cette lutte, on va dire que la lutte était presque descendante. Et donc nous avons décidé de réanimer la lutte. Et il y avait un personnage comme Philippe Boeck à l'époque, qui est un solitaire, un indépendant, qui faisait les choses de son côté. Nous avons décidé de réorganiser cette lutte, d'avoir une stratégie globale qui ne porte pas uniquement sur Bruxelles, mais sur la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, et peut-être que nous parlerons des résultats en Wallonie. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés à relancer cette lutte. Et d'autres associations nous ont rejoints dans cette nouvelle stratégie, dans cette relance de la lutte, des associations comme Change, ASBL, comme Intal Congo, comme BAMCO, qui nous ont rejoints. Et on va dire ce travail d'ensemble nous a permis aujourd'hui de donner le dernier coup de pioche à ce mur qui résistait. Et il faut dire que ça a été un travail de longue haleine, 15 ans. Nous avons repris la lutte à partir des années 2010-2011, et c'est véritablement à partir de ce moment que nous avons systématisé l'idée d'être sur le terrain. Chaque année, à chaque occasion, nous profitons pour mettre la pression sur les représentants politiques et pour mobiliser surtout la population, toute la population, quelle qu'elle soit, à être derrière nous. Et c'est comme ça que nous sommes parvenus à ce résultat. Donc aujourd'hui, vous êtes satisfait? Oui, on est satisfait, mais pas totalement. C'est-à-dire que... Vous vouliez une place, vous avez une place, vous êtes oui, on n'a pas une place, on a un square. Ce qui nous est positif dans cette histoire, c'est que finalement nous avons eu une place, un square qui se trouve à l'entrée du quartier Matongé, qui est un quartier symbolique. Et dans la pluralité mémorielle, on va dire ce square qui va être accompagné d'une sculpture, d'une statue à l'honneur de Lumumba, va faire face à Léopold II qui est de l'autre côté à Trône. Donc l'ironie de l'histoire est assez remarquable. Mais est-ce qu'une grande partie du travail ne se trouve pas en Afrique? Notamment de débaptiser les rues qui portent les noms des colons. Oui. Alors, moi, je m'inscris en faux par rapport à ceux qui nous disent votre travail, parce qu'il faut savoir que quand nous avons commencé à travailler sur cette question, que ce soit ici à Mons ou à Charleroi, des gens, y compris des afro-descendants, se moquaient de nous en disant vous brassez de l'air, le bourreau ne va jamais accepter de réhabiliter la victime. Ce que vous dites est vrai, d'une part. Et il y a déjà des choses qui se font. Nous sommes en lien avec des mouvements sur le terrain qui sont en train de travailler là-dessus. Par exemple, au Sénégal, il y a un mouvement qui s'appelle Faidherbe doit tomber. Faidherbe, c'est le nom d'un ancien gouverneur de l'Afrique occidentale française. On sait que Dakar était la capitale de cet AOF. Il y a un mouvement qui veut faire tomber Faidherbe, c'est-à-dire que partout à Dakar, on a des rues Faidherbe, des avenues Faidherbe qui veulent décoloniser les rues. Et même, j'irai au-delà. Les Blancs, les personnes qui sont d'origine belge et européenne doivent bénéficier de cela, parce qu'on doit les sortir de la propagande coloniale, parce que la propagande coloniale leur a mis, comme à nous, dans la tête des stéréotypes qui sont négatifs. On y arrivera, on dira que c'est fini le jour, par exemple, quand un noir va devenir ministre dans ce pays, on va dire c'est banal. Personne ne va considérer que c'est à cause de sa couleur de peau qu'il est là. Et donc, ou directeur d'une grande société. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on se dira on y est arrivé. Justement, vous parlez tout à l'heure des Africains comme des attrape-voix. Mais c'est un joli coup pour le PS quand même, avec Philippe Claus. Non, je vais dire une chose, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un joli coup pour Philippe Claus lui-même, en tant qu'homme politique. Mais pour moi, ce n'est pas un joli coup pour le Parti socialiste. Yvan Mayer était un obstacle? Non, alors il faut préciser quelque chose. Yvan Mayer, sur ces questions, n'était pas un progressiste, à mon avis. Parce que nous avons vu un peu certaines de ses positions sur la question liée aux personnes d'origine étrangère, d'origine africaine, etc. C'était pas un progressiste. Maintenant, ce qui a fait bouger les choses, c'est notre combat à XL. Et à XL, très clairement,
aussi bien dans le Parti socialiste que au MR, le mouvement réformateur, il y avait des conservateurs. Au PS, on a un progressiste comme Béa Diallo, par exemple, qui a fait bouger certaines lignes. Et je pense que Philippe Lose a vu aussi, et il l'a dit dans les médias, l'opportunité de faire là quelque chose de symbolique qui peut marquer l'histoire. Et quand je dis rendons à César ce qui est à César, il est normal qu'il en tire les fruits politiques. Mais XL a été un échec, on est d'accord? XL n'a pas été totalement un échec. XL a été un échec dans le sens où la bourgmestre aujourd'hui elle doit se mordre les doigts parce que c'est elle qui a affirmé dans les médias, elle a pris ce risque de dire tant que je serai bourgmestre, il n'y aura pas de place Lumumba. Aujourd'hui nous aurons un square Lumumba. Ça a été un échec en partie dans la mesure où nous n'avons pas atteint l'objectif d'avoir une place à XL, mais nous sommes arrivés à un résultat puisque le conseil communal d'XL avait décidé de mettre en place une plaque commémorative pour Lumumba. Comment honorer Lumumba quand les assassins n'ont pas été condamnés? Ça, c'est une vaste question. Mais là, justement, l'État congolais a un rôle à jouer. Parce que, vous savez, avec Ludo de Witt, qui a levé le lièvre, qui est sociologue, journaliste, qui a écrit le premier bouquin qui a fait exploser sur la scène internationale l'affaire Lumumba, parce qu'on l'avait oublié en 1999. Ça a coïncidé avec la redéfinition des relations extérieures de la Belgique en Afrique centrale. Nous avons travaillé avec lui sur justement les 2 dents qui restent du corps de Lumumba, parce que je rappelle qu'il a été découpé, son corps a été découpé à la tronçonneuse et mis dans de l'acide. Nous avons travaillé aussi sur le vol de son discours, parce que le discours a été volé le 30 juin. Après le discours, un colon est venu, il a volé le papier. Et donc nous avons retrouvé tout ça et nous avons interpellé les autorités congolaises en disant c'est un patrimoine africain, c'est un patrimoine congolais, il faut que ces reliques retournent au Congo. Nous n'avons à ce jour reçu aucune réponse. Merci Calvin. Merci Nel de m'avoir invité. Bonjour Mireille. Bonjour Nel. Tu es Mireille Chessi Robert et présidente du collectif BAMCO. C'est ça. C'est bien ça. Écrivain aussi. Entre autres. Auteur d'un bouquin qui s'intitule Racisme anti-noir entre méconnaissance et mépris. Voilà. Donc aujourd'hui vous êtes là pour parler de cette reconnaissance que la Belgique vient d'offrir, vous me direz si je me trompe ou pas, à l'Afrique, à la diaspora africaine, une place Lumumba. Vous êtes satisfaite? Pas encore. Déjà, ce n'est pas une offrande, ce n'est pas un cadeau. C'est ce que nous avons acquis par combat de plusieurs associations qui se sont relayées dans le temps et qui continuent à le faire, et de personnes de toutes les couleurs. Donc c'est important de le dire, qu'il n'y avait pas que des Congolais, qu'il n'y avait pas que des Panafricains, il y avait aussi des Belgo-Belges qui se sont battus pour qu'il y ait cette place Lumumba. Donc nous l'avons en quelque sorte arrachée et nous sommes fiers, je pense, en tout cas personnellement, notre association, on est très fiers. Mais pour nous, ce n'est qu'un début en fait, c'est le début d'un réel travail de mémoire, à l'exemple de ce qui a été fait pour la Shoah par exemple, et donc c'est pour créer le débat et amorcer quelque chose. Ceux qui pensent que c'est une fin et un aboutissement, ils ne se rendent pas compte du reste du travail qu'il y a encore à faire. Bon, en quelque sorte, vous mettez sur le même pied d'égalité, certains diraient, la Shoah et la colonisation au Congo? Sur le plan juridique, je ne sais pas, puisque je ne suis pas juriste, mais sur le plan humain et sur le plan de la mort d'hommes et de femmes, oui. Moi, je pense que toute mort est déplorable et que c'est un crime contre l'humanité. Et donc, je laisse les juristes faire les différenciations qu'ils font. Mais moi, en tant qu'éducatrice, en tant qu'humaine, je prends les choses telles qu'elles sont. Et là, c'est un crime contre l'humanité. À moins qu'on me dise que les Noirs ne sont pas des humains, donc là, on peut encore discuter là-dessus. Mais voilà. Mais en quoi est-ce que concrètement, ça change d'avoir une place Lumumba? Ça change quoi au quotidien, pour le Belge, pour l'Africain? Qu'est-ce que ça change? Ben justement, je disais encore aujourd'hui que
UNIA, le Centre pour l'égalité des chances, a sorti quelques chiffres. Et j'en cite un qui, je pense, est très parlant. C'est que dans le chômage de longue durée, il y a 35% de Belges qui sont en chômage de plus d'1 an, 58% de belgo-marocains, belgo-maghrébins, excusez-moi, et 70% d'afrodescendants noirs. Donc on est à des taux très très différents. Et donc les employeurs ont des stéréotypes coloniaux qui pèsent sur leur tête. Alors en revenant sur votre livre, dans votre livre, vous relevez un nouveau terme qui s'appelle affriliance. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi affriliance? Oui, alors oui, dans ce livre, j'ai fait l'exercice de créer des termes et de mettre des mots sur des réalités qui n'avaient pas d'appellation, parce que ce qui n'est pas nommé n'existe pas. Et donc, il y a par exemple le terme affriliance, qui est une contraction entre Afrique et résilience. Résilience, c'est la capacité d'un individu à retrouver une situation plus ou moins équilibrée après un choc traumatique, que ce soit un choc familial ou alors un choc collectif comme l'esclavage ou la colonisation. Et donc, je trouvais que ici dans la diaspora, mais aussi ailleurs et en Afrique, nous sommes inscrits dans un processus de résilience et parfois pas, et parfois on doit l'enclencher, comme avec cette place Lumumba qui permet de l'enclencher. Et c'était pour faire part aux afro-pessimistes que nous devons nous inscrire dans ce processus d'affriliance. Vous étiez sur le plateau d'RTL. Oui. Et en face de vous, il y avait un monsieur qui est le président de Mémoire du Congo. Déjà, oui. C'est assez bizarre de voir que le président de Mémoire du Congo, qui s'appelle monsieur Paul Vanès, qui déclare qui parle des bienfaits de la colonisation, finalement, du fait qu'il y avait des routes qui avaient été construites par Léopold II. Après coup, après un passage comme ça à la télévision, avec un monsieur qui dit des choses pareilles, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'est-ce que vous aurez voulu dire? Parce qu'on sait que ça peut être... Oui, c'est frustrant. Hein. Le mainstream, on n'a pas beaucoup de temps pour s'exprimer. Eh bien, justement, ce que j'aurais voulu lui dire, c'est rien. Je n'ai plus envie de dialoguer et de parler avec ce type de personnes. J'ai envie qu'on avance et j'ai envie qu'on tienne compte plutôt des revendications et des volontés des afrodescendants, plutôt que de parler de qu'est-ce que les vieux colons aimeraient, auraient aimé, etc., etc. Je pense que c'est un piège en fait de tenter de les convaincre. Ce ne sont pas... j'ai débattu avec des idéologues. On ne peut pas convaincre un idéologue en réalité. Donc il est convaincu de sa chose, les bienfaits de la colonisation en Afrique, et ils n'en sortiront pas. C'est un piège dans lequel on nous met que d'être là pour défendre, pour expliciter point par point, etc. Non, moi je pense qu'il faut les regarder de haut, voire les regarder passer et avancer dans nos projets et dans nos perspectives. Alors, vous venez d'obtenir ce pourquoi vous êtes battu. Oui. Au sein du BAMCO, vous allez faire quoi maintenant? Au sein de BAMCO et en collaboration avec les autres associations, on va commencer un programme d'éducation de la population. Donc, ce que nous voulons, c'est décoloniser la Belgique et la place Lumumba n'est que l'amorce. Merci Mireille. Merci Nel. À bientôt. À bientôt. À Noir, nous sommes entourés de femmes magnifiques aujourd'hui. Hein? Effectivement. Et je me tourne vers Babetida. Toute intense que vous êtes, vous connaissez sûrement Nato Pedro Sakombi. C'est une grande femme. Je l'admire énormément pour le travail qu'elle fait. À savoir, c'est une chercheuse qui est allée un peu dans les archives de chez Archives, dans son livre précédent, je pense, et où elle mène toute une enquête pour déterminer les traces des afrodescendants au sein de la monarchie européenne. Wow. Il faut le lire. Il faut le lire parce que c'est un livre magnifique qu'elle a écrit et je trouve qu'elle a... J'imagine, elle, derrière des archives, en train de chercher pour pouvoir tracer le plus possible une forme de vérité. C'est magnifique. Oui, elle est magnifique. C'est une femme vraiment exceptionnelle qui mérite d'être soutenue. Elle a d'ailleurs fait Reine et héroïne d'Afrique aussi. Oui, tout à fait. Voilà. Moi, je l'admire énormément pour son travail. Évidemment, Nato Pedro Sakombi, Flash Culture l'admire également et on est allé à sa rencontre
pour parler de son œuvre Le maternisme ou le retour du féminin sacré. Bonjour Natou. Bonjour Nel. Natou, c'est quoi? C'est un diminutif de Nathalie? C'est le diminutif de Aminatou. Parce que ma grand-mère s'appelait Aminatou. Mais effectivement, mon deuxième prénom, c'est Nathalie. D'accord. Donc les gens ont tendance à penser que Natou, c'est le diminutif de Nathalie. Mais en fait, c'est de Aminatou qui est le prénom de ma grand-mère qui m'a été donné à ma naissance. Alors justement, vous sortez votre deuxième bouquin. Tout à fait. Qui s'appelle le maternisme ou le retour du féminin sacré. Tout à fait. C'est quoi ce concept? En fait, le maternisme, qui est une traduction anglaise de motherism, donc qui est un concept qui a vu le jour après les années 90 dans le milieu ouest-africain. Donc ce sont surtout des femmes féministes, il faut le rappeler, des féministes ouest-africaines, donc du Ghana, du Nigeria, du Zimbabwe, qui se sont mises à penser à une nouvelle typologie de la femme africaine post-coloniale. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un bouleversement dans la manière dont la femme était considérée dans les sociétés africaines. Donc avant l'esclavage et la colonisation et après l'esclavage et la colonisation. Donc on a voulu quelque part redonner à la femme ses lettres de noblesse, mais en revenant justement à cette place qui était primordiale et prépondérante qu'on lui avait attribuée dans les anciennes sociétés africaines. Parce qu'on a donc réalisé que la femme africaine, dans les sociétés post-coloniales, avait du mal à s'intégrer ou à trouver une place, en tout cas une place aussi importante qu'elle avait dans ces anciennes sociétés. Mais pourquoi simplement ne pas parler d'afroféminisme? Parce que de plus en plus on entend parler de ça et les afroféministes contemporaines, si je peux dire, défendent exactement ce courant pour les mêmes raisons que vous évoquez. Alors vous revenez avec un concept de maternisme. Oui. Quelle est la différence clairement avec l'afroféminisme? Déjà, il faut savoir que l'afroféminisme est un courant qui est très récent. C'est un courant qui a vu le jour dans les années 90 dans la diaspora. Donc il faut faire une distinction déjà entre ce qu'on appelle le féminisme africain et l'afroféminisme. Donc on peut dire que l'afroféminisme est la petite sœur du féminisme africain, donc pour reprendre toujours une image féminine de la chose, parce que le féminisme africain a vu le jour en Afrique. Donc, au départ, c'était pour répondre aux injustices que la femme africaine pouvait connaître dans les nouvelles sociétés post-coloniales. Donc, et il faut dire aussi qu'au départ, ce n'étaient pas les femmes qui s'attaquaient aux hommes africains, mais les femmes africaines qui s'attaquaient donc au nouveau paysage post-colonial qui excluait beaucoup trop la femme africaine. Et donc, on condamnait à ce moment-là le colonialisme qui avait laissé des séquelles dans les sociétés africaines. Et ce n'est que plus tard que les femmes africaines vont commencer vraiment à réagir contre l'homme africain, on va dire, en disant que l'homme africain la discriminait, ne lui laissait pas assez de place dans la société. Et donc, du coup, c'est devenu un peu un combat contre le privilège masculin, qu'on peut voir également aujourd'hui dans le combat des féministes occidentales ou alors des afroféministes également. Donc au départ, il s'agissait du féminisme africain et donc l'afroféminisme est né beaucoup plus tard. Mais de ces deux concepts-là, qui sont donc le féminisme africain et l'afroféminisme, il faut qu'il y ait une finalité. Et c'est là où vient justement intervenir le maternisme comme étant un aboutissement. Donc le féminisme africain ou l'afroféminisme seraient des étapes nécessaires donc de la situation de la femme africaine post-coloniale, mais le maternisme serait quelque part un aboutissement, quelque chose qui viendrait donc après une lutte ou un combat, permettre à la femme africaine de se reposer, de respirer et de pouvoir reprendre ce rôle qui lui était destiné. Je vais faire un résumé, je vais couper court. Je dirais l'afroféminisme s'attaque aux hommes et le maternisme s'attaque aux colons. Non, ce n'est pas vraiment ça. C'est vrai que ce serait une vision un peu simpliste des choses et c'est ce que la plupart des personnes pensent. Le maternisme, en fait, encourage les anciennes perceptions africaines de la place de la femme dans la société, qui était une place qui ne pouvait pas être considérée sans la complémentarité. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le paradigme africain, depuis les temps primitifs, depuis les temps très anciens, on considérait que la femme ne pouvait pas, malgré la place prépondérante qu'elle avait, ne pouvait pas agir dans la société ou jouer son rôle de femme sans l'apport de l'homme. Et de la même façon, l'homme ne pouvait pas non plus
agir dans la société ou vraiment prendre sa place en tant qu'homme sans l'apport de la femme. Donc il y avait cette notion de complémentarité entre l'homme et la femme qui était très très importante et que nous avons perdue avec le colonialisme qui est venu nous apporter le patriarcat, qui est une notion dans laquelle le père est le chef de famille et où là il n'y a pas de notion de complémentarité. Donc la femme est soumise, comme le dit d'ailleurs, en tout cas comme on le considère dans le monde judéo-chrétien, la femme doit être soumise à l'homme, elle sort de la cote de l'homme, elle est inférieure à l'homme. Alors que dans le paradigme africain, il y a déjà cette notion d'égalité. Donc quelque part, lorsque les femmes africaines qui se revendiquent comme étant des féministes africaines ou bien des afro-féministes réclament des droits ou réclament l'égalité entre l'homme et la femme, elles sont quelque part en train de réclamer quelque chose qu'elles avaient déjà au départ. Donc finalement, ces luttes-là étaient nécessaires. Les luttes féministes africaines étaient nécessaires, que ce soit en Afrique ou dans la diaspora, mais à un moment donné, il faut qu'on arrive quelque part. Il y aura une place Lumumba désormais à Bruxelles. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai trouvé l'idée, en tout cas lorsqu'on m'en avait parlé, j'avais trouvé l'idée noble, dans le sens où il s'agissait d'Africains qui connaissaient l'histoire de Lumumba et qui estimaient qu'il n'avait peut-être pas assez été honoré ici en Belgique par rapport à l'image qu'il représente. Surtout, je pense, après toutes les manifestations qu'il y a à chaque fois qu'on se commémore, en tout cas la date du 30 juin, etc. Et donc on a éprouvé le besoin effectivement d'avoir cette représentation de Lumumba dans cette ville de Bruxelles, dans laquelle il y a énormément de Congolais justement, mais je rejoins l'idée de certains frères qui se sont levés aujourd'hui pour dire que c'est un peu trop facile. Parce que nous savons très bien que dans l'assassinat de Lumumba, la Belgique est impliquée. Il n'y a pas eu, je ne dirais même pas de réparation, mais il n'y a pas eu de justice. L'assassin ou les assassins de Lumumba, en mon sens, n'ont pas payé encore. Donc pour moi, on est en train de brûler des étapes, je pense. Je pense qu'il y a certaines choses à faire, notamment au point de vue juridique, avant de pouvoir décider qu'il puisse exister à Bruxelles une place Lumumba. Donc quand on considère que Lumumba est un martyr, et ça je pense que la plupart des politiciens belges s'accordent à le dire, parce que quand on évoque Lumumba, on dit c'est le martyr du Congo. Mais quand on parle de martyr, c'est qu'il y a des bourreaux. Qui sont ces bourreaux? Et quand on sait que la Belgique est impliquée dedans, je pense qu'il y a quand même, par respect pour Lumumba, par respect pour le peuple congolais, une démarche à faire quant à cet assassinat qui a été opéré à l'endroit de Lumumba, avant de pouvoir penser à ériger une statue ou à penser à une place Lumumba à Bruxelles. Est-ce que vous avez conscience que vous pourrez paraître radical? Oui, tout à fait. Je parais déjà radical dans beaucoup de points. Donc, radical, oui. Mais quand on a embrasser sa culture africaine et quand on voit les choses notamment selon une vision spirituelle, hein, ça c'est vraiment un point de vue personnel là que je te donne, Nel, et que je donne aux auditeurs, on se dit que l'âme d'une personne, l'âme d'un ancêtre est très important dans le paradigme africain et qu'avant que cette âme, quand on dit que cette âme repose en paix, même dans le paradigme occidental, on dit souvent que ton âme repose en paix. Avant que cette âme ne repose en paix, il y a des choses qui doivent être réglées, notamment quand une personne a été assassinée. Dans le paradigme africain, on pense qu'une personne qui a été assassinée ne peut pas éprouver le repos tant qu'il n'y a pas de justice. Et donc moi, en mon âme et conscience, Lumumba, que je considère comme un ancêtre qui continue encore à veiller sur nous, n'a pas pu trouver le repos qu'il devait trouver parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées. Et donc moi, ça me ferait mal de voir qu'il existe en Belgique une place Lumumba, alors que ceux qui ont participé à sa mort sont peut-être encore vivants et n'ont jamais été jugés. Super. Je te remercie pour cet entretien. Merci à toi, Nel. Merci beaucoup. It was where everyone could see he belonged to someone, but not me.
On his hand was a plain gold band. Plain gold ring had a story to tell. It was one I can't stop. These teardrops of mine. Vous dites que vous avez trouvé mon petit frère dans un sac poubelle dans l'eau. Oui. Mon petit frère dans un sac poubelle dans l'eau. Il faut le coincer, ce salaud. Tida, encore merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors, vous êtes originaire de Guinée-Bissau, mais vous avez également vécu 4 ans au Vietnam où vous avez découvert justement le théâtre. Tout à fait. Comment est-ce que ça s'est passé, cette découverte? C'était simplement, j'ai quitté la Guinée-Bissau, Bafata, qui est une ville qui n'est pas la capitale. En arrivant au Vietnam, je ne parlais pas encore français, j'étais à l'école à peu près en portugais. Et donc j'ai débarqué à l'école française et je me suis dit, et tout le monde parlait très bien français évidemment, sauf les Vietnamiens. Il y a eu des cours de théâtre qui ont été organisés par les plus grands et je me suis inscrite et j'ai découvert le théâtre comme ça. Et justement, vous défendez quelle culture? Vous vous sentez plus défendre l'Afrique ou défendre juste l'humain? Tu m'as posé une sale question. Évidemment, je défends l'humain. Je défends l'humain parce que sinon mon métier, je ne vois pas pourquoi je le ferais. Quand je porte un personnage, c'est avant tout ses émotions qui créent le personnage, pas sa couleur. Parce que justement, on est en train de se battre contre ça. Mais en même temps, je suis très accrochée à la Guinée-Bissau, je vais dire, pas à l'Afrique, parce que je ne connais pas toute l'Afrique. Je connais que la Guinée-Bissau, le Sénégal, le Burkina Faso. Il faut rappeler qu'il y a 3 Guinées. Hein. Oui, il y a la Guinée-Bissau, il y a la Guinée équatoriale et il y a la Guinée-Conakry, qui est juste à côté de la Guinée-Bissau, c'est pas très loin. Donc oui, je défends l'humanité, mais mon cher pays m'est cher. J'ai entendu la fois passée à la cérémonie le award de félicitations que tu as gagné par rapport à Bruckner. Et vous avez à un moment donné parlé de tout ce mouvement qu'il y a par rapport aux comédiennes d'origine africaine qui ne sont pas reconnues. Mais aujourd'hui, avec le Festival de Cannes, justement, Aïssa Maïga a sorti ce livre, ce collectif-là pour défendre la comédienne noire n'est pas mon métier. Qu'est-ce que vous faites en Belgique par rapport à ça, pour valoriser la comédienne d'origine africaine? Déjà par rapport au choix de mes rôles et la manière dont je fais mon travail. Mais maintenant, on ne peut pas simplement se dire qu'avec ce que je crée va suffire pour influencer les regards. Donc j'ai invité quelques-uns de mes collègues, notamment Monique Mbekafoba, Priscilla et encore d'autres. Je vais essayer avec eux, évidemment avec leur expertise, de créer une association qui s'appelle Noir à l'image. C'est magnifique. Où en fait, pour moi, il y a toutes ces manifestations que je trouve merveilleuses. J'ai trouvé ça magnifique que ces femmes montaient les marches de Cannes, fières de leur peau, fières, magnifiques, leurs cheveux sont restés... Bref, j'étais là, je les regardais, j'avais les larmes aux yeux et en même temps, je me disais la Belgique, il va falloir s'attaquer à la Belgique. Tout à fait. Et donc, oui, moi, je compte inviter Marc Zinga pour qu'il vienne nous rejoindre parce que j'ai pas envie de séparer les hommes et les femmes parce que j'ai l'impression que les comédiens noirs et les comédiennes noires ont tous les mêmes problèmes, c'est-à-dire le problème de représentativité. En Belgique aussi, également, vous ressentez ça? Absolument, quand vous allumez la télé, est-ce que vous voyez des noirs? Pas beaucoup. Voilà. Des présentateurs? Pas énormément non plus. Voilà, des comédiens, comédiennes, non. Oui. On en voit de temps en temps. Pourtant, là, il y a eu des séries qui se sont produites par RTBF, désolé de nommer, hein? Bah oui, c'est télévision publique, qui a été produit par eux, et j'en vois pas des personnages noirs qui portent vraiment un rôle.
C'est-à-dire un rôle sur lequel on peut vraiment les identifier, dont on peut y être très peu. Donc je pense que nous devons lancer un mouvement qui fait qu'on peut inviter nos collègues, parce que ce sont nos collègues, ces réalisateurs, ces metteurs en scène, ces scénaristes, ce sont nos collègues. Donc le but n'est pas de se faire la guerre, mais de s'appeler à s'unir et à casser ça, parce que nous sommes responsables, les comédiens, réalisateurs, nous sommes tous blancs, noirs, nous sommes tous responsables de l'image qui est véhiculée à un moment donné par un groupe. Tout à fait. Est-ce que vous ne pensez pas non plus que c'est peut-être plus mettre l'accent dans la compétence, être plus compétitif au niveau international? Je suis totalement d'accord avec ça, parce que dans notre association qu'on est en train d'ouvrir, il sera question de réunir les gens, de faire en sorte que nous serons capables de financer tout créateur qui va mettre en valeur des gens de couleur noire. Je m'axe là-dessus, non pas par racisme, c'est ce que je connais le mieux, de l'intérieur et de l'extérieur. Évidemment, cela ne va pas nous empêcher, par exemple, s'il y a un réalisateur qui vient avec son projet, il y a dedans que des Maghrébins, bah, tant mieux, mais pourvu que l'image qui va être proposée serait une image positive, pas une image dégradante de tout un... Mais vous n'avez pas peur que ça se ghettoise, justement? Justement, non. Pourquoi ça va être ghettoisé? Je me pose cette question. Dans la mesure, parce que je m'inspire vraiment de le fonctionnement qu'il y a pour Wallimage et d'autres comment dire, organismes de financement des projets. On s'inspire de ça, parce que quand la Wallimage présente, donne de l'argent, il demande à ce qu'on engage des gens de là où ça se situe. À Bruxelles, ou le côté flamand, quand ils te financent, ils demandent que tu engages soit des techniciens, des comédiens issus de leur côté. Alors pourquoi je me dirais, attention, je vais ghettoiser en créant une structure qui va financer, je dis bien, tout créateur, blanc ou noir, qui met en valeur notre image. C'est simplement ça. Et c'est une manière d'inciter des gens, non plus avec des paroles, parce que les paroles, vraiment, ça, ce n'est plus du tout mon dada, parce que nous rentrons très vite dans le côté émotionnel. Et le côté émotionnel, désormais, n'est plus de mise. Et c'est le côté concret des choses. Et je pense que n'importe quel créateur voudrait être financé. Tout à fait. Il n'y a pas si longtemps, nous avons entendu dans une télévision belge un micro-trottoir qui se posait la question de « Connaissez-vous une actrice noire belge ?» Et pas une personne, pas deux personnes, pas trois personnes, à quelques personnes. Et la réponse était je sais pas, Et ce n'est pas la faute de ces personnes, absolument pas. C'est la faute à cette espèce de... Je vais essayer de trouver mes mots exacts parce que j'ai très peur que l'émotion passe devant. Je trouve que c'est une espèce d'ignorance exprès. Mais ne pas pouvoir citer une seule comédienne ou un comédien en Belgique, c'est inadmissible. Et j'ai choisi mes mots. C'est inadmissible. Tant pis si ces mots-là me flinguera. C'est inadmissible. Outre les acteurs, les actrices et tout ça, il y a tout un corps de métier. Il y a des musiciens, il y a des écrivains, il y a des scénaristes, il y a des réalisateurs. Tout cela n'ont pas été nommés pas une seule fois. Et je reprends cette phrase de Momi qui va bientôt clôturer tout ça, qui dit « Nos héros meurent lorsqu'on cesse de prononcer leur nom ». Mais moi, ce qui m'intéresse de manière vraiment concret, c'est de se battre ici et maintenant avec des faits. Le fait dit qu'ils ont rendu là une statistique où les gens de la couleur noire ou issus ou d'autres couleurs, étrangers, disons, mettons ça en un bloc, sont en recul total. Quand je dis recul, c'est dans les 6 à 8% où on n'est pas représenté. Ils sont allés très loin dans les statistiques en disant quand les Noirs sont à la télé, sont-ils à l'image? Parlons-nous d'eux dans l'histoire où ils sont là mais très vite ils crèvent. Tu vois, les statistiques est allée très loin et le résultat est que ça recule. Et si ça recule, nous n'allons plus en parler puisque tout le monde trouvera sa raison de pourquoi et comment les choses sont comme ça. Mais
posons-nous plutôt la question de qu'est-ce qu'on va faire. Oui. Anouar, est-ce que vous avez également ce problème de représentativité dans le milieu de la musique? À mon avis, je pense que c'est un mélange de plein de choses. On est dans une période, on va dire, où l'immigration des gens... Moi, mes grands-parents sont arrivés en Belgique en 1962 et ce sont les premières personnes d'origine maghrébine qui sont arrivées en Belgique. D'origine marocaine. Je suis d'origine marocaine, qui sont arrivés en Belgique et ils ont dû se battre justement contre ce racisme, contre la peur en fait, parce que le racisme pour moi je pense que c'est surtout une question de peur, de ne pas comprendre la culture de ces gens qui arrivent et qui sont différents et qui suscitent la peur en tout cas chez les gens. Mais aujourd'hui on arrive dans une troisième, quatrième génération d'immigration et cette troisième, quatrième génération ce sont des Belges, ce sont des gens qui ont grandi ici, qui ont vécu ici et qui essayent de trouver leur place aussi dans cette société qui est on va dire, très mélangée, métissée d'une certaine manière, mais en même temps divisée. Et donc, ce qui se passe aussi, c'est que par exemple, nous on a un problème en tant que Maghrébins, Marocains ou Maghrébins, peu importe, c'est que tous les rôles des Maghrébins, ce sera toujours vendeurs de shit, terroristes, voleurs, ça sera toujours ces rôles-là qu'on donnera. Et aujourd'hui, il y a des mouvements, par exemple, il y a Mourad Zengdi, qui est aussi un acteur marocain, qui est un ami à moi que je salue. C'est quelqu'un aussi qui lutte justement pour dire, moi par exemple, quand je reçois un rôle juste pour jouer le rôle de terroriste, je ne veux plus le faire, et je ne le ferai pas. Et je pense que c'est une initiative aussi à prendre en compte, c'est aussi de pouvoir imposer que nous sommes là et que nous faisons partie de cette société, que nous faisons partie de cette diversité, on va dire, culturelle et ethnique ou peu importe, et que nous pouvons aussi en faire partie aussi de l'image, des films, de la musique ou plein d'autres choses. Et vous, particulièrement, vous vous sentez belge ou marocain? Moi, en fait, je suis un mélange de plusieurs cultures. C'est-à-dire que je connais mon histoire belge, je connais mon histoire marocaine. J'ai eu la chance d'aller vivre pendant 4 ans au Maroc et de rencontrer mon histoire. Parce qu'en fait, on a aussi un gros problème ici. C'est qu'en tant que fils d'immigrés, et que ce soit de n'importe quel pays, enfin, je veux dire, c'est pas spécifique à un endroit, on n'a pas la chance de rencontrer notre histoire et de la connaître. C'est pour ça que tout à l'heure vous parliez de Lumumba. Je pense que c'est aussi des choses qui sont importantes aujourd'hui de mettre en valeur, parce qu'en connaissant son histoire, on connaît sa culture, on rencontre sa culture et son histoire, et à partir de là, on peut construire et avancer. À partir du moment où on est privé de notre histoire, on est privé en fait d'un futur propre et d'un futur sain, parce que l'essence est effacée. De toute façon, vous êtes la fierté de l'Afrique tous les deux. Hein. Et voilà. Babetida, notamment, vous avez reçu pas mal de prix. Hein, oui, vous avez reçu le prix Ensor, qui est l'équivalent des Magritte en Flandre. Vos travaux, les films dans lesquels vous avez joué ont traversé les frontières, puisque votre film a été à l'ouverture du festival Sundance, créé par Robert Redford. Donc vous êtes vraiment une personnalité internationale. Et je me pose la question de savoir comment est-ce que vous avez fait, si vous avez fait quelque chose de spécial, en plus de votre talent, pour en arriver là. Je ne pense pas qu'elle a fait le droit de cuissage. Ça lui ressemble. Oh non, ça j'aurais sorti déjà des hashtags depuis longtemps. Non, non. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que pour moi, c'était vital de faire ce métier. Je l'ai décidé vraiment dans les 19 ans et j'ai quitté Liège avec 20 € par mois. J'ai acheté le paella. Tu vois les paellas emballés là, 1,5 kg. Ça coûtait dans les 1 € quelque chose. Je l'achetais, je divisais en 2 et je mettais dans mes congèles. Mes colocataires étaient énervés comme pas deux parce qu'ils n'avaient pas la place pour mettre leur truc. Et je mangeais ça tous les jours, pas de problème. J'allais à la gare du Midi chercher les fruits qui sont jetés vers 13 h et tout. Je n'étais pas un clochard, il ne faut pas exagérer. Non, c'est ce qu'on a dit.
Mais voilà, ça m'a plu cette vie-là et j'ai lutté pour avoir ce diplôme parce que dans ma famille, j'allais être la première à être diplômée. C'est d'abord ça en premier. Ensuite, mes professeurs, l'air de rien, il y en a une qui a failli me décourager vraiment en me disant pourquoi tu travailles souvent du classique, tu dois travailler plus des auteurs modernes parce que les classiques, tu vas avoir du mal à jouer dedans. Ah ben non, moi j'ai tellement envie de jouer au classique que j'essayais de travailler au maximum que je pouvais, m'entraîner tous les jours. C'est-à-dire, j'ai une discipline qui est, je vais chercher des livres, je vais chercher des monologues, je vais chercher même des extraits de films que j'ai déjà vus, que j'ai adorés, qui m'ont touchée. Je le travaille tous les jours, comme le pianiste travaille ses gammes. Génial. Et c'est tout. Et c'est vraiment ça. Et c'est avoir une rigueur dans ses déceptions aussi. Parce que le plus dur, quand tu as presque sacrifié tellement toutes les choses, c'est de le rater. C'est d'avoir une déception, un non pour un casting. Et ben moi, chaque non que j'ai eu m'a vraiment forgé. Parce que je ne veux pas avoir d'autre choix de faire autre métier que celle-là. En même temps, les castings, il faut les faire. Il ne faut pas avoir peur de faire le casting. Il faut aller faire les castings. Il ne faut pas aller faire un casting en disant je vais voir si la chance vient. Il faut aller faire un casting en ayant fait tout ce qu'il y a de possible avant de te présenter face... C'est les dernières étapes de te présenter face à un directeur de casting. Et je vais peut-être te faire découvrir également Anouar. Anouar que je connais un peu. On a eu, je crois, le même combat, c'est l'intégration en Belgique. Et le combat pour avoir les papiers. Et pour moi, Anouar, c'est le chanteur à la voix d'or. Il a une voix tellement aiguë, je crois que les chanteurs de ton origine ont cette voix-là au perché, c'est très rare pour un homme, mais c'est une qualité. Il chante de la funk, ce qui est, n'est-ce pas, tout un domaine souvent réservé, entre guillemets, aux chanteurs nord-américains, et tu fais de la funk et tu l'assumes. Il s'inspire de James Brown, de Bob Marley, de Jack Johnson, de Ben Harper, rien que ça. Donc ça veut dire que la barre est déjà haute, de toute façon tu n'aimes pas la médiocrité. Donc ça veut dire que tu bosses comme un malade, je suis témoin. Et je vais dire, juste, tu vas peut-être nous rafraîchir la mémoire de savoir qu'est-ce que c'est qu'une mélodie catchy. Quand tu dis tu fais de la mélodie un peu catchy. En fait, moi, c'est-à-dire que la funk fait partie d'une des musiques que j'ai beaucoup écoutées, mais ce n'est pas forcément que ça. Aujourd'hui, je fais de la pop, de la soul, de la folk. C'est un mélange un peu de tout ça. Et, mais je me suis aussi j'ai aussi beaucoup d'influence de ces 4 ans que j'ai été vivre au Maroc. J'ai aussi eu la chance d'apprendre, de connaître la musique gnawa, qui est une musique africaine, qui est une sorte de mélange de plein de cultures différentes de différents pays. C'est du riff ou bien c'est non, pas du tout en fait. La musique gnawa, c'est la musique en fait des anciens esclaves qui venaient à Mogador, qui aujourd'hui s'appelle Essaouira. Et ces gens venaient du Niger, du Tchad, du Mali, du Soudan même, de très loin parfois. Et ils ont ramené leur culture musicale, leur rythmique et leurs histoires. Et donc en gros, ils racontaient leurs histoires et racontaient leurs histoires à travers des chants. Et ces chants, en fait, c'était, on va dire, ce qui se fait aujourd'hui, ce qui s'est fait plus tard aussi aux États-Unis, par exemple. Donc dans les chants de coton, etc., le blues et tout ça. Donc c'est une sorte de blues. Qu'on utilise des instruments avec des boyaux et du bois et voilà, en tapant des mains, mais aussi on utilise des instruments qui s'appellent les karkaba, qui sont en fait des instruments qui reproduisent le bruit de métallique. Et en fait, ces bruits, ce sont les bruits des chaînes avec lesquelles les esclaves étaient attachés. Donc quand on voit le truc qui fait c'est en fait, quand ils marchaient, ça faisait donc c'est un peu, ils racontent leurs histoires. Donc cette musique-là fait aussi partie intégrante de mon univers musical, même si j'ai toujours été, on va dire, j'ai toujours baigné dans la musique afro-américaine, de la Motown, de la folk, de la soul et tout ça. Mais j'ai pas voulu non plus, enfin c'est pas que j'ai pas voulu, c'est que ce qui fait partie de mon histoire fait partie de mon histoire. L'essence est très partagée. C'est difficile quand on est autodidacte d'arriver au même résultat que finalement quelqu'un qui a suivi des cours? Pas du tout. Je pense même que c'est même beaucoup plus original d'avoir quelque chose qu'on a appris en prenant des choses à droite à gauche et en apprenant tout seul, que d'avoir la formation académique que tout le monde a, etc. Effectivement, ça peut te pousser à aller quelque part où, on va dire,
ça peut pousser à aller vers certaines directions, mais moi je suis plutôt partisan de l'apprentissage par soi-même. Même si j'ai fait un an de solfège par exemple, qui n'est pas, voilà, c'est rien du tout comparé à des gens qui ont fait des masters en musique, musicologie, etc. Mais le fait d'être autodidacte, pour moi, est aussi une liberté et aussi une manière de voir les choses d'une manière différente et plus originale. Et en ce qui concerne votre question qui est la musique catchy, en fait, les mélodies catchy, c'est que je suis aussi partisan du minimaliste. C'est-à-dire que dans la musique, comme je suis aussi autodidacte, pour moi, un cri peut être de la musique. Juste crier, c'est de la musique, parfois si on sait bien le faire. Faire taper sur une table en faisant... je sais pas, un truc... Les chaînes sur les pieds des esclaves. Ça peut être de la musique. Et donc moi je suis partisan de vraiment trouver la manière de faire plaisir aux gens. Et leur faire plaisir, c'est leur donner des mélodies qui les touchent et qui leur font plaisir, mais aussi de parler des choses qu'on vit tous les jours et des choses qui vont directement dans le cœur des gens et dans lesquels ils peuvent se représenter et se Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed, but don't worry, no. Be happy. The landlord said your rent is late. He might have to. En ayant des origines, on va dire marocaines, à la base, quand on me demande « vous faites quoi ?», les gens diraient plutôt « tu chantes du rail ou tu fais de la musique, j'en sais rien, tu vois, de maghrébine d'une certaine manière ». En tout cas, ça me gêne pas, c'est-à-dire que toutes les musiques c'est de l'art et tout est bon à apprendre, tout est bon à faire. Maintenant, aujourd'hui, j'ai d'une certaine manière pu rentrer dans un réseau aussi qui a été très difficile d'accès au début, mais c'est en travaillant. Je reviens au sujet et à ce que tu viens de dire il y a 2 minutes, le travail. C'est-à-dire que si on veut aussi faire partie de faire un métier et faire ce qu'on a envie de faire et d'être représenté, c'est en travaillant. On ne peut pas juste non plus arriver et dire on a besoin d'avoir 10 personnes sur 50 de cette origine-là ou ce truc-là. Ça ne veut pas du tout dire que nous, en tant qu'Africains, nous ne travaillons pas. Au contraire, on travaille beaucoup. Et il y a beaucoup de difficultés, etc. Mais j'ai toujours très très peur de rentrer dans un discours victimiste ou victimaire, je ne sais pas comment dire exactement, je pense que c'est victimaire, de rentrer dans la peau d'une victime. C'est-à-dire que, voilà, moi, quand j'ai grandi en Belgique et j'ai fait mes études primaires à Athénée-Léon-Lepage et à Congrès d'HB qui est Athénée-Léon-Lepage en secondaire, et puis mes parents m'ont ramené au Maroc et ils sont rentrés vivre là-bas. Et en revenant ici, je suis arrivé aussi avec 5,20 € en poche et il fallait faire une carrière avec ça. Il fallait vivre, il fallait manger, il fallait tout faire. Mais en même temps, il fallait manger, payer son loyer, mais aussi faire de la musique. Et suivre son rêve en fait, poursuivre ses rêves. Et ça a été très très dur. Mais quand on fait ce qu'on aime, finalement en fait c'est un plaisir. L'effort n'a pas d'impact vraiment dur sur la personne parce qu'on est en train de faire quelque chose qui nous plaît. Et je suis arrivé avec 5,20 € en poche et j'ai fini en fait après quelques années à signer chez la plus grande maison de disques du monde et aussi à pouvoir faire des salles comme l'Olympia plusieurs fois, les Zénith. De Patrick Fury et de Zaz. De Zaz, de Boulevard Désert, de Jane, de Yuri Buenaventura et de plein d'autres artistes. Mais j'ai aussi fait mes concerts à moi à Paris. J'ai joué presque dans toutes les salles parisiennes, presque toutes vraiment. Et en Belgique aussi, les Franco de Spa, les Botaniques et tout ça. C'est pas pour me vanter que je le dis, mais c'est pour dire que c'est possible. Mais la seule et unique condition, c'est qu'il faut y croire. Donc votre intention, ce qui nourrit votre art, c'est quoi? Ce qui nourrit mon art, c'est l'humain.
Vraiment, c'est l'humain, c'est les voyages, c'est les rencontres, c'est ce que je vois tous les jours en fait. C'est la vie en fait, tout simplement. C'est ça qui nourrit mon art. Quand je vois par exemple, enfin si on voit dans cet album Beautiful Sunrise, qui est mon premier album en tout cas, voilà. Il y a des chansons qui parlent d'amour, des chansons qui parlent de déception, des chansons qui parlent d'immigration aussi. Il y a une chanson qui s'appelle Lost in Babylon et c'est une histoire en fait de quelqu'un qui brièvement en fait que j'ai rencontré ici en ville, au centre-ville, quelqu'un qui venait d'Afrique et qui avait envie, qui est venu avec plein de rêves et plein de choses et il voulait faire, enfin voilà, il avait toute une histoire et plein de projets. Et finalement, en fait, j'ai vu comment son histoire s'est écroulée petit à petit. Je l'ai vu avec plein d'émotions, plein d'étincelles dans les yeux. Et puis petit à petit, on va passer les détails, mais jusqu'à la fin, je l'ai même vu complètement alcoolique à la bourse, en train de demander 1 euro à des gens dans la rue, mais dans un état déplorable. Et ça, ce n'est pas que son histoire, c'est l'histoire de plein de gens que j'ai vus qui viennent d'Afrique, par exemple, du Maroc, ou peu importe, de n'importe quel autre pays, avec beaucoup de rêves, mais parfois qui n'ont pas les codes. Parfois ils n'ont pas la chance, parfois ils n'ont pas la langue, parfois ils n'ont pas les choses, mais parfois aussi Babylone les broie en fait. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'un autre côté le racisme, la peur des autres, la pauvreté, plein de choses qui font qu'il y a des gens parfois qui viennent pour aider leur famille et pour faire des choses et qui se retrouvent broyés dans une énorme machine qui les... une machine à laver, et puis évacuer, quoi. C'est rigolo, j'ai vu 2 clips vidéo avec deux filles différentes et qui parlent d'amour. J'ai pensé à ça, je me suis dit, c'est 2 histoires différentes. Apparemment, les 2 clips, il y a un clip, tu es avec une fille sur un lit, il y a un autre clip qui est sur la plage, je crois. C'est 2 histoires différentes, mais c'est des histoires d'amour quand même, et 2 filles différentes. C'est des clips. Ça fait partie de notre vie, et puis après, voilà, les films, les clips, etc., c'est aussi des histoires, c'est des fantaisies, c'est des choses qu'on imagine, et il y a du vrai, il y a du faux, il y a plein de choses dedans c'est des histoires en fait. Quand on prend cet album, il y a des histoires. Il y a plusieurs histoires, et moi, ça a réussi à me donner envie. Je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de l'écouter. Alors, Anouar, est-ce que tu veux bien nous faire un petit a cappella? Rien que pour nous, pourquoi pas, juste pour me donner un petit avant-goût, comme ça, je peux profiter en live de ta magnifique voix. Pourquoi pas? Baby, you know that I love you. I know that you love me too. Yeah, I know you do. Darling, you know that I love you. I know that you love me too. So let's get along together. I take you down to the city. I buy for you anything you want to. I hold you on the lawn when it's scary and dark outside. I make you feel like a queen, and I feel like a king with you. I promise I'll be good to you. Just tell me that you want me, baby. You know that I love you. I know that you love me too. Yeah, I know you do, yeah. Darling, you know that I love you. I know that you love me too. So let's get along together. Et calmez-vous. Les filles, ça va? Ça ne marche plus du tout là. Magnifique. Mais quelle voix. Tu nous fais une deuxième? Oui, allez, petite deuxième pour la route. Ça, c'est le minimum. Bon, allez, je vais faire une chanson d'une artiste que j'aime beaucoup. Et voilà, je vous laisse. Nous aussi, on t'aime beaucoup. I heard his
song. I heard he has a style, and so I came to see him sing for a little while. And then he was this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his finger, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Moi j'ai une question. La lanière de ta guitare, elle est magnifique, elle vient d'où? Ça c'est ma mère qui l'a fabriqué, ma mère qui l'a arrangé plus ou moins pour moi. Elle a customisé pour toi. Elle a customisé cette petite sangle. T'as une voix, elle est magnifique. Extra. Merci Moi je beaucoup. l'appelle le chanteur à la voix d'or. Merci, c'est gentil. Extraordinaire. Merci. Merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à ma requête. Avec grand plaisir. Ils sont très touchés, mais c'est moi qui ai demandé. Avec grand plaisir. Heureusement que tu as demandé. Bah oui, pour le coup, on serait passé à côté d'une si belle voix. Merci. Merci pour nos téléspectateurs aussi. Bah, avec grand plaisir. Betida, est-ce que tu as apprécié ce petit moment encore? Oh bah écoute, oui. Elle n'a pas de mots. Je vais partir avec le CD, je pense. Avec Non, plaisir. franchement, tu as une très 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 belle voix. Et quelle est ton actualité pour les mois à venir à Noir? Bah, pour le mois à venir, c'est pour le moment, je vais, on va dire, partir un petit peu, essayer d'écrire de nouvelles chansons, etc. Donc je vais prendre un petit peu le temps d'aller voyager un petit peu. Et ensuite, je reviens pour sortir un premier single à la fin du mois de septembre et un EP, donc un CD de 4 ou 5 titres au mois d'octobre. Je recommence, on va dire, les scènes, les concerts, etc. à partir de la saison prochaine, donc à partir de fin septembre. On reprend la route, les trains, les hôtels. C'est pas facile hein, quand même. Non, mais c'est toujours un plaisir, encore une fois, quand on fait ce qu'on aime, tout le reste n'a pas d'importance. Et toi, Betida, quelle est ton actualité pour les mois à venir? Pour les mois à venir, j'écris un court-métrage qui s'appelle L'Amazone, qui j'ai introduit à la commission. On attend la réponse pour fin juin. Ensuite, en octobre-novembre, je pars en Australie pour un tournage. Rien que ça. Oui, je vais voir les kangourous. Et quand je reviens, je commence les répétitions au théâtre et puis je vais jouer. Je jouerai au Théâtre Le Public en janvier, Les Murs Murmurent, qui est un monologue que j'ai écrit où je joue dedans. Et voilà, après, il y a des contrats qui sont à gauche et à droite. Ah oui, en juillet, je pars à New York pour aller rencontrer les agents que j'ai rencontrés au Sundance au moment des projections du film islandais And Breathe Normally. Ah, voilà. génial. Un bon programme. On vous espère le meilleur. Merci. Merci pour l'invitation en tout cas. Oui, c'était vraiment très agréable d'être là parmi vous. C'était drôle, c'était amusant, j'ai appris des choses. Donc voilà, bonne continuation à Flash Culture. Et bien voilà, nous arrivons malheureusement au terme de notre émission. Merci à nos invités d'avoir participé. Merci à toi, Zan. Merci Corinne. D'avoir co-animé cette émission. Et vous pouvez retrouver toutes les informations utiles sur le site web flashculture.be ou sur la page Facebook Flash Culture. À bientôt.